Je vais commencer par vous présenter un certain nombre de chiffres, de données qui permettront de comprendre où on se trouve en fait dans notre dynamique agroalimentaire. Je vais vous présenter un certain nombre d'effets du modèle actuel et je vais vous parler bien sûr des bénéfices du changement. Et puis après vous avoir parlé des bénéfices du changement, je vous expliquerai pourquoi à la fois c'est formidable et à la fois c'est très difficile de certains points de vue. Alors un petit état des lieux, ce graphique qui montre l'évolution de la production mondiale de viande entre 1961 et 2018. Alors 1961, c'est la création de la FAO, l'agence de l'ONU qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation. Donc c'est à partir de cette date qu'on a des données qui sont très fiables. Mais en fait, on estime que dans les années 50, la production mondiale de viande, c'était à peu près, donc je crois que c'est en millions de tonnes, c'était à peu près 45 millions de tonnes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette production, elle a été multipliée par à peu près 8 entre les années 50 et la période actuelle. Donc c'est vraiment un changement tout à fait considérable à l'échelle de la planète qui a beaucoup d'effets que je vais vous présenter. Alors déjà, cette évolution, elle recouvre de grandes disparités, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup plus de viande dans les pays riches que dans les pays pauvres. Alors, ce qui est compliqué quand on mesure notre consommation de viande, on peut mesurer la consommation de viande consommable. Voilà ici retail weight, ça veut dire en gros la masse de viande qu'on achète à la boucherie. Ou alors on peut mesurer cette consommation en équivalent carcasse, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, souvent on considère qu'en France on consomme plutôt à peu près 80 kg de viande par personne et par an. Vous voyez en tout cas que dans les ordres de grandeur, on mange à peu près 2 ou 2 fois et demi plus de viande dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Alors une autre donnée importante qui est complètement liée à ce que je viens de vous présenter, c'est que plus on est riche, plus on mange de la viande. Voilà, je pense que le pays où on mange le plus de viande par personne et par an, c'est les États-Unis. Mais l'Australie n'est pas loin non plus. Je ne sais pas très bien pourquoi elle n'est pas sur ce graphique. En tout cas, on pourrait faire une sorte de tracer une sorte de droite de régression en fait qui nous montrerait l'évolution globale, la corrélation globale entre la richesse d'un pays et puis sa consommation de viande. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, et je pense que cette donnée ici explique beaucoup des effets de la production de viande que je vais vous présenter ensuite, c'est que pour produire de la viande, il faut en gros, en général, on va dire, produire de la nourriture pour les animaux. Il faut produire entre 7 et 12 kilos de céréales ou de légumineuses protéagineux pour ensuite avoir 1 kilo de viande. Tout ça, ça a des conséquences à l'échelle de la planète. Actuellement, on considère qu'à peu près les 3/4, et même un peu plus sans doute, selon les derniers chiffres, 78% des terres agricoles de la planète sont utilisées directement ou indirectement pour l'élevage. Directement, c'est le pâturage. Indirectement, c'est la culture de soja, de maïs pour nourrir les animaux. L'élevage, c'est le premier contributeur à la déforestation à l'échelle mondiale. En tout cas, c'est le principal moteur de la déforestation de l'Amazonie, à la fois parce que on brûle des surfaces pour créer des zones de pâturage pour les animaux, pour les bovins principalement, et à la fois parce que vous savez certainement que le bassin amazonien, c'est un endroit où on cultive massivement du soja transgénique dans des conditions très industrielles pour nourrir les animaux d'élevage en France, en Europe, donc pas seulement les bovins, mais aussi les poulets, les cochons. Voilà, donc élevage, premier contributeur pour créer des zones de pâturage. Second contributeur, la culture de soja, mais vous comprenez bien que les deux sont tout à fait liés. Donc tout ça, ça nécessite des pratiques agricoles intensives, c'est-à-dire que si on peut manger autant de viande aujourd'hui dans les pays industrialisés, c'est parce qu'on a des pratiques qui nous permettent de produire de manière intensive des récoltes, principalement du maïs et du soja. Comment elles se font ces récoltes ? Elles se font en utilisant donc massivement des pesticides,
Donc il y a des pesticides par exemple qui sont interdits en Europe mais qui sont autorisés en Amérique du Sud, qui sont des pesticides utilisés par exemple pour cultiver le soja Monsanto. Donc vous savez que le soja OGM, c'est du soja qui est résistant à un herbicide, le Roundup. Donc on va utiliser à la fois ces OGM et des quantités très importantes de pesticides qui ont des conséquences bien sûr sur les écosystèmes locaux, sur les populations locales. Et donc ce système agricole actuel, il repose largement sur cette production intensive d'alimentation pour le bétail. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces produits chimiques qui nous permettent de produire beaucoup d'alimentation pour les animaux d'élevage, en fait on ne pourrait pas nourrir autant d'animaux d'élevage et on ne pourrait pas manger autant de viande. En ce moment, il y a une crise autour du gaz naturel avec une inflation très forte du prix du gaz naturel. Comme le gaz naturel, il entre dans la composition des engrais, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés sur la production des engrais et donc, en conséquence, une augmentation forte des prix de la viande et du lait. Donc tout ça, vous comprenez que ça forme un système. C'est-à-dire que si on décide de manger plus de viande ou si on peut manger plus de viande dans nos pays, c'est parce que très profondément à l'échelle de la planète, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le système agricole a été profondément remodelé. Alors ça a bien sûr des conséquences sur les animaux. Depuis également la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment mis en place toute une réflexion scientifique, c'est ce qu'on appelle la zootechnie, pour savoir comment on pouvait produire le plus efficacement possible. Ça veut dire quoi le plus efficacement possible ? Ça veut dire que par rapport à l'énergie que vous allez dépenser pour produire de la nourriture ou par rapport à la quantité de nourriture que vous allez donner aux animaux, vous voulez qu'ils grossissent le plus vite possible, qu'ils produisent le plus de chair, le plus de lait possible. Donc ça repose sur une sélection des races, ça repose sur une étude des meilleures entre guillemets rations alimentaires, mais cette étude elle a pu conduire aux farines animales par exemple et à la crise de la vache folle, mais ça inclut aussi des réflexions sur l'usage d'antibiotiques, le fait d'avoir des animaux aussi qui sont exposés en permanence à la lumière artificielle parce que ça les fait grossir plus vite. Voilà, et on a quelques chiffres ici. Donc en France, plus de 80% des poulets de chair sont engraissés sans accès à l'extérieur. C'est le cas de 95% des cochons qui sont dans des productions très très industrielles. Et chaque jour en France, on met à mort plus de 3 millions d'animaux dans les abattoirs. Voilà, c'est un peu plus d'1 milliard par an. Donc là, on parle vraiment des animaux terrestres, on ne parle pas du tout des poissons. Mais vous voyez que ce sont déjà des chiffres qui sont tout à fait considérables. Alors, quels sont les effets de ce modèle ? Le premier effet, c'est un effet climatique. Ça, c'est quelque chose qui est totalement consensuel. Il y a un certain nombre d'estimations. C'est pas très facile d'estimer l'impact de l'élevage parce que pour ça, il faut considérer faire ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire considérer toutes les dimensions de l'élevage. Voilà, il y a les animaux eux-mêmes qui vont par exemple, les bovins émettent directement des gaz à effet de serre. Donc, c'est la fermentation entérique. Vous savez, les rots des bovins. Donc, c'est principalement du méthane, du protoxyde d'azote. C'est aussi les déjections des animaux. C'est le fait d'utiliser des machines agricoles pour produire de la nourriture pour les animaux. C'est le fait de transporter cette nourriture. Donc, par exemple, de l'Amérique du Sud à l'Europe. C'est le fait de nettoyer les abattoirs, c'est le fait de déforester. Si on déforeste, ça veut dire qu'on détruit des puits de carbone. Donc tout ça, si on le prend en compte, on estime aujourd'hui qu'à peu près 18% des émissions de gaz à effet de serre, de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, elles sont issues de l'élevage. Et si on rapporte ça à d'autres secteurs, par exemple le secteur des transports, on se rend compte que c'est plus important que les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Donc vous avez forcément entendu parler de la perspective de la crise climatique. Vous savez que c'est très important de changer nos modes de vie. On parle beaucoup des transports, on parle beaucoup du transport aérien par exemple en ce moment, mais on parle moins de l'élevage alors que l'élevage a aussi des conséquences très importantes. Une autre donnée que je trouve assez parlante, la France s'est engagée dans le cadre de l'accord de Paris à prendre des mesures pour éviter un réchauffement climatique qui dépasse les 2 degrés. 2 degrés, on estime que c'est un seuil au-delà duquel on ne peut plus maîtriser les emballements des écosystèmes, c'est-à-dire que le climat devient chaotique, on ne peut plus du tout maîtriser le climat. Actuellement, on émet par personne et par an en France 12 tonnes de gaz à effet de serre équivalent CO2.
pour pouvoir respecter les accords de Paris, il faudrait qu'on descende en dessous de 2 tonnes, donc on divise par 6. Et en fait, si on prend l'alimentation d'une personne qui consomme de la viande une fois par jour, on est déjà au-dessus de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même d'avoir une voiture, d'avoir un logement que vous chauffez, de pouvoir consommer et de pouvoir avoir des services publics, par exemple, qui permettent de construire des routes, de construire des hôpitaux, vous êtes déjà au-dessus du quota qui est considéré comme acceptable, juste si vous mangez de la viande une fois par jour. Voilà, c'est des chiffres qui sont assez forts, mais je trouve qu'ils montrent bien, ils présentent bien la situation et les enjeux auxquels on doit faire face. Alors, si on parle de biodiversité maintenant, je vous ai mentionné la question de la déforestation de l'Amazonie. En fait, de manière générale, cette tendance qui va vers une consommation toujours plus forte de produits animaux à l'échelle de la planète, donc, qui est surtout le fait des pays en développement, mais encore une fois, les pays en développement, si on les considère globalement, ils mangent plus de viande que les pays industrialisés, mais si on considère par habitant, ils mangent beaucoup moins de viande que nous. En tout cas, tout ça, ça fait qu'on doit avoir toujours plus de surface agricole pour produire la nourriture des animaux. Et on considère aujourd'hui, donc le rapport de l'IPBES, c'est le rapport de synthèse qui fait référence sur la biodiversité, considère qu'aujourd'hui, la principale menace aux espèces vivantes, la principale menace pour les écosystèmes, ce sont les changements d'usage des sols et principalement la déforestation justement pour produire de la nourriture pour les animaux. Avec cette tendance, c'est une pression qui augmente à l'échelle mondiale. Donc le dérèglement climatique, c'est une crise qui est très menaçante, très grave, mais la crise de la biodiversité, ça peut se produire beaucoup plus vite, les écosystèmes peuvent s'effondrer, et c'est 2 problématiques qui sont profondément liées l'une à l'autre. Alors, avant de vous présenter ce graphique, je voudrais vous poser une petite devinette. Il y a des chercheurs, il y a quelques années, qui se sont intéressés à la biomasse des mammifères terrestres. Et en gros, ils se sont demandé quelle est la masse des mammifères terrestres qui correspond aux animaux sauvages. Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous pourriez me proposer des chiffres? En gros, ils se sont dit, voilà, on pèse tous les mammifères sur Terre. Parmi ces mammifères, il y a les mammifères sauvages. Quelle est la part des mammifères sauvages dans cette masse totale? Est-ce que vous pouvez me proposer des chiffres? Si vous vous trompez, c'est pas grave du tout. 10%? Ok. Oui. 1%. Bon, alors je vous présente ce... Voilà. Donc en fait, 60% de la masse des mammifères sur Terre, c'est le bétail. Ce sont les animaux qu'on élève pour les manger. 36%, ce sont les humains. Et il reste donc 4% pour les mammifères sauvages. Donc ça, je trouve que c'est aussi une illustration très forte de la manière dont l'élevage a profondément façonné le visage de notre planète. Alors tout ça, ça a bien sûr un impact sur les animaux, mais aussi sur les gens qui travaillent dans les élevages industriels, dans les abattoirs. Donc pour produire toujours plus de viande, de lait et d'œufs, les besoins fondamentaux des animaux sont niés. Ça veut dire que il y a beaucoup de pratiques, par exemple, de mutilation qui sont devenues la norme. Ça veut dire que les animaux, ils sont abattus très très jeunes. En fait, les poulets, ils sont abattus à 5 semaines, par exemple, alors qu'ils pourraient vivre plusieurs années. Ça veut dire qu'il y a une telle concentration qu'en fait, les animaux, ils développent ce qui s'appelle des stéréotypies. C'est comme si nous, on était fous, en fait, et qu'on se tapait la tête contre les murs tout le temps, par exemple. Et en fait, plutôt que de changer les modes d'élevage, on va, par exemple... amputer la queue des porcelets, parce qu'on sait que si on leur laisse la queue, les autres vont leur mordre la queue. On va aussi, par exemple, amputer les poulets de leur bec, parce que si on leur laisse le bec, ils vont se piquer les uns les autres. En fait, on les fait vivre dans des conditions qui les rendent complètement fous, mais comme on ne veut pas remettre en question ces conditions, on essaie d'adapter les animaux à ces conditions qui sont complètement dingues. Tout ça, ça affecte bien évidemment les gens qui travaillent dans les élevages industriels et dans les abattoirs. Il faut savoir que c'est des secteurs qui ont beaucoup de mal à recruter. C'est des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de gens très précaires, il y a beaucoup d'intérim. Vous avez peut-être vu le lanceur d'alerte Mauricio García Pereira, qui était un ouvrier espagnol, qui avait beaucoup de mal à trouver
a trouvé un CDI en France et qui a finalement accepté, parce qu'il était très précaire, un travail dans un abattoir à Limoges. Et ce travail qu'il devait faire au fil des années, qui était un travail complètement déshumanisant, l'a rendu complètement fou. C'est quelqu'un qui est devenu lanceur d'alerte et qui a dénoncé ce qui se passait dans son abattoir. Et ensuite, il a subi des représailles de l'abattoir dans lequel il travaillait. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a plus de travail. Mais je vous invite aussi à vous poser la question de qu'est-ce que ça nous fait à nous les consommateurs, c'est-à-dire quand on mange cette viande-là d'animaux qui ont été terrorisés, qui ont été concentrés dans des espaces très petits, qu'est-ce que ça nous fait? Voilà. On parle par exemple d'anesthésie dans les abattoirs, c'est-à-dire qu'on croit que les animaux, au moment où on leur tranche la gorge, sont insensibles. En réalité, c'est quelque chose qui, à peu près un tiers du temps, ne marche pas. Ce qu'on appelle l'anesthésie, ça se fait par exemple pour les bovins, c'est un pistolet avec une tige perforante qui éclate le crâne. Donc on ne peut pas penser non plus que c'est une mort qui est douce qu'on propose aux animaux, c'est même tout le contraire. Et en fait, les animaux ne veulent pas mourir, donc on leur impose tout ça, et avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Alors la santé publique, c'est aussi quelque chose qui est bien documenté aujourd'hui. Donc vous vous rappelez peut-être du rapport de l'OMS, du Centre international de recherche sur le cancer, il y a quelques années, qui pointait le lien entre la consommation de viande rouge, de viande transformée, et les risques de cancer colorectal. En fait, on connaît bien aujourd'hui la corrélation entre une consommation lourde de produits animaux et les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d'obésité, de toutes les maladies métaboliques et de certains cancers, en particulier le cancer colorectal. Il y a aussi un problème de santé publique très important qui est lié à cette concentration dans les élevages. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. En fait, les animaux sont tellement concentrés qu'ils deviennent très il y a des virus et des bactéries qui peuvent se développer très vite. Ce sont des animaux qui n'ont pas non plus vraiment les moyens de se défendre parce qu'ils n'ont pas des conditions de vie qui leur permettent d'avoir une bonne immunité. Donc en fait, les bactéries, elles subissent une sorte de sélection naturelle, elles deviennent de plus en plus puissantes et de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Donc ça veut dire qu'on a des bactéries qu'on retrouve ensuite dans les nappes phréatiques par exemple et que nous on va pouvoir attraper et qui sont résistantes aux antibiotiques. Il y a tout ce qui concerne les risques de pandémie aussi. Il y a plus de la moitié des pandémies actuellement qui viennent des élevages industriels. C'est le cas de nombreuses pathologies respiratoires. Alors, après vous avoir présenté cette situation, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous connaissez du végétarisme et du véganisme. Et la première question que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous savez ce que mangent les végétariens, les végétariennes et les véganes? Du tofu. Ok. Du boulgour. D'accord. Du soja. Oui. Alors peut-être je pourrais vous demander ce qu'ils ne mangent pas. De la viande, oui. Alors, oui. Je vais peut-être juste me permettre de refaire un petit rappel micro pour que tout le monde puisse entendre peut-être les réponses, ou alors je passe avec le micro comme vous préférez. Il y a eu boulgour, soja, et éviter de manger de la viande, du beurre. Ok, c'est ça? ouais, bon, on va partir de là. Le tofu, très bien, voilà. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, quand on est végane, on mange, disons, des aliments qui appartiennent à 5 catégories. Donc, la première catégorie, c'est les légumes, pas de grande surprise. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des fruits. On mange aussi des céréales. Vous avez cité le boulgour, mais on aurait pu citer le riz, le maïs, et puis toutes les pseudo-céréales comme le sarrasin, le quinoa, par exemple. On mange des légumineuses. Donc le tofu, c'est un produit qui est fabriqué avec du soja. Le soja, c'est une légumineuse comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots azuki, les flageolets, voilà. Une catégorie très intéressante pour la santé. Et puis on mange des oléagineux. Donc les oléagineux, c'est tout ce qui permet tout ce qui est riche, disons, en matière grasse. Donc les noix, les noisettes, les amandes, tout ce qui permet de faire de l'huile, mais aussi d'avoir des pâtes à tartiner, des produits un petit peu plus riches. Et quand on est ovo-lacto végétarien, on mange en plus de tout ça
des œufs et des produits laitiers. Voilà, là je vous présente vraiment les ingrédients de base, mais tout ça permet bien sûr une cuisine qui peut être très élaborée et très riche. En tout cas, quand on est végétarien, végétarienne, on ne mange pas de poisson. Ça, c'est quelque chose qu'on croit encore parfois. Donc, quand on est végétarien, végétarienne, on ne mange pas de chair animale. Et quand on est végane, on s'abstient de consommer des produits qui viennent des animaux. Alors, je pourrais détailler tout ça si vous voulez un petit peu plus tard. L'idée générale, c'est que pour produire du lait, par exemple, eh bien, on insémine des vaches pour qu'elles donnent naissance à des veaux. Et puis, les veaux, ils sont retirés très jeunes. Ils sont soit mis à mort, ça arrive, soit ils sont engraissés, soit ils sont envoyés très rapidement à l'abattoir. Les vaches elles-mêmes, elles sont envoyées à l'abattoir. On parle de vaches de réforme après quelques années. Donc en fait, les conditions de vie d'une vache laitière, par exemple, ou d'un veau qui est enlevé à sa mère pour qu'on puisse prendre le lait, elles n'ont rien de spécialement plus meilleur que les conditions de vie des animaux qu'on élève pour leur chair. Donc c'est ça ces éléments qui expliquent la cohérence éthique du véganisme. C'est-à-dire que si on considère qu'il n'est pas acceptable d'exploiter et de mettre à mort des animaux pour notre plaisir alimentaire, d'une façon assez logique, on va vers le véganisme. Voilà. Après, c'est un choix qui est plus engageant, qui peut être un peu moins pratique, mais c'est ça la raison principale du véganisme. Alors maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Depuis quand le végétarisme et le véganisme existent-ils ? Est-ce que vous avez une petite idée ? On peut commencer par le végétarisme, peut-être. Est-ce que vous avez une idée ? Vraiment, encore une fois, à la louche, aucun problème. C'est juste pour engager la réflexion. Les hommes préhistoriques. Les hommes préhistoriques ? Est-ce que les primates n'étaient pas aussi, les primates qui étaient nos ancêtres n'étaient pas aussi végétariens ou véganes même ? Alors, c'est une très bonne question. Je parlais plutôt d'un végétarisme éthique, disons, du choix vraiment de ne pas manger la chair des animaux. Des années 70 ? En Inde, ça doit être depuis plus longtemps. Oui, bonne remarque. Et le véganisme, qu'est-ce que vous diriez ? C'est tout récent ? Ok. Bon, alors, pour ce qui est des hommes préhistoriques, bon, c'est compliqué. En fait, les historiens travaillent sur ces questions et c'est compliqué de savoir exactement ce que mangeaient nos ancêtres parce que, par exemple, l'alimentation végétale, elle laisse beaucoup moins de traces que l'alimentation animale. Si vous avez un mammouth qui a été tué, vous pourrez retrouver le squelette des millions d'années plus tard. Mais quand vous avez des populations qui se nourrissent principalement de végétaux, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des traces. En tout cas, il y a des historiens aujourd'hui qui considèrent que l'alimentation animale, elle était probablement très minoritaire. On parle plutôt de cueilleurs-chasseurs aujourd'hui que de chasseurs-cueilleurs. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 10 000 ans, l'élevage est apparu avec la révolution néolithique. Donc 10 000 ans, c'est quand même très court par rapport à l'âge de notre espèce qui est de 300 000 ans. Et en tout cas, on estime que ça fait à peu près 2500 ans qu'on a un végétarisme éthique. Voilà, donc le philosophe Pythagore, qui est bien connu pour son théorème, c'est un représentant du végétarisme éthique. L'histoire du végétarisme en Inde, elle est un peu compliquée. Il n'y a pas vraiment de texte, en fait, par exemple, de texte lié à l'hindouisme qui ferait la prescription du végétarisme, mais c'est vrai qu'il y a quand même une pratique ancienne du végétarisme. En tout cas, chez les Grecs, il y a un certain nombre de philosophes qui défendent le végétarisme à partir de cette époque-là. Et puis pour ce qui est du véganisme, voilà, la date de création de la Vegan Society, c'est 1944 en Angleterre, et c'est le fondateur de la société végane. Donc ça fait longtemps qu'il y a eu un mouvement végétarien en Angleterre, c'est depuis le milieu du 19e siècle. Donc la première association végétarienne au monde, elle date du milieu du 19e siècle en Angleterre. Et puis c'est une association qui était divisée sur le fait de consommer ou non des produits animaux, des œufs et des produits laitiers. Et donc il y a eu une sorte de scission entre plusieurs groupes. Et en tout cas, ça fait depuis le milieu du XXe siècle qu'on parle de véganisme. Est-ce que ce sont des alimentations qui sont équilibrées ? Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose de totalement consensuel.
Je vous dirai après ce qui se passe en France, mais je vous présente ici la position de la plus grande organisation au monde de professionnels de la nutrition. C'est l'Académie de nutrition et de diététique, donc c'est une organisation américaine qui compte 70 000 professionnels de la nutrition. Tous les 5 ans à peu près, elle passe en revue toutes les études sur la santé et la nutrition. Donc elle étudie par exemple le risque de développer un cancer selon qu'on mange beaucoup ou moins de viande. Elle étudie la croissance chez les enfants végétariens et véganes, les questions des carences. Voilà, elle fait une position de synthèse. Et voici la dernière position de synthèse de cette organisation. Bien conçue, une alimentation végétarienne, y compris végétalienne, est saine, adaptée au plan nutritionnel et peut procurer des avantages pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Elle est appropriée à toutes les périodes de la vie, en particulier la grossesse, l'allaitement, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, le 3e âge, ainsi que pour les athlètes. Voilà, je crois que ça, c'est très clair. Alors, je vais vous parler maintenant de changement. Moi, je suis convaincue, et dans mon association, on est convaincu que c'est très important de changer. Bon, je vous ai présenté un certain nombre de données, notamment sur le climat, sur la biodiversité, sur l'écologie plus largement. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, il est important de prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça, que ça a des conséquences qui sont lourdes. Alors, comment est-ce qu'on peut changer? Bon, la première chose que je voudrais vous partager à ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des scénarios de transition. Il y a beaucoup de scientifiques en particulier qui travaillent sur des scénarios plus ou moins ambitieux. Mais en tout cas, je voudrais vous citer 2 scénarios de transition agricole qui sont, je dirais, ultra consensuels dans les milieux écologistes. C'est le scénario AFTER. Le scénario AFTER, c'est un scénario qui a été développé par des agronomes de Toulouse, une structure qui s'appelle Solagro, et ils se sont dit comment faire pour que la France respecte ses engagements climatiques. Alors la France, elle s'est engagée à un facteur 4 par rapport à ses émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'elle s'est engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre, et pour ce qui est de l'agriculture, elle s'est engagée à un facteur 2, ça veut dire que les émissions de l'agriculture, elle s'est engagée à ce qu'elles soient divisées par 2. Donc les chercheurs de Solagro, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire ? Et donc ils ont proposé un scénario qui s'appelle After 2050. Donc vous voyez, il y a un jeu de mots avec le after et puis les terres. Et c'est un scénario en fait qui conduit à diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, il faut diviser par 2 les productions animales. Donc c'est principalement la viande et le lait. Et donc c'est un scénario où on imagine qu'on va changer profondément les pratiques agricoles, l'assiette des Français va changer aussi, les paysages dans un certain nombre de régions vont changer aussi, et c'est vraiment un scénario systémique qui réfléchit à tous ces aspects. Il y a un autre scénario au niveau européen qui s'appelle TIFA. TIFA en anglais ça veut dire 10 années pour l'agroécologie. C'est un scénario qui est un peu différent, mais en tout cas le message c'est le même, c'est-à-dire qu'en gros il faut diviser par 2 notre consommation de produits animaux. Voilà, donc tout ça c'est très précisément étudié, et ce que je voudrais citer tout de suite, parce que je trouve que moi c'est vraiment la donnée que je retiens de ce rapport AFTER, c'est que par rapport au scénario tendanciel, le scénario tendanciel c'est ce qui se passe si on continue comme si de rien n'était, et ben en divisant par 2 la production et la consommation animale, on peut créer 125 000 emplois en équivalent temps plein. Donc vous voyez que c'est pas du tout la ruine des campagnes, c'est pas du tout tous les éleveurs qui vont se retrouver au chômage. Au contraire, en fait, parce que ce scénario s'appuie sur un certain nombre de leviers, j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors on peut parler aussi, donc on parle des politiques agricoles, on peut parler aussi des politiques de santé, des politiques nutritionnelles. En France, il y a un travail qui est quand même beaucoup plus sérieux depuis quelques années autour des recommandations nutritionnelles. Donc c'est l'ANSES, qui est une agence gouvernementale qui travaille en lien à la fois avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, qui se saisit d'un certain nombre de sujets et qui organise une expertise sur des questions comme l'alimentation. Donc il y a des experts qui passent en revue aussi beaucoup de publications scientifiques et qui, à partir de là, proposent une évolution des repères nutritionnels, c'est ce qu'on est censé consommer, et ensuite des recommandations nutritionnelles. Les recommandations nutritionnelles, en fait, c'est une sorte de moyenne, de moyenne proposition entre les habitudes de la population et ce qui serait idéal de faire.
En tout cas, je vous présente les derniers repères nutritionnels. Qu'est-ce qu'ils disent ces repères? Ils disent qu'il y a toute une catégorie d'aliments qui sont à limiter. C'est quoi? Les viandes, les charcuteries, les sucres. Il y a une catégorie d'aliments qui sont à augmenter, donc c'est les légumineuses, les fruits et légumes. Voilà, alors sur ce graphique, le poisson apparaît à augmenter, mais dans d'autres catégories, il est considéré comme une catégorie qui apporte à la fois des bienfaits et des risques. Donc les risques, c'est lié à la pollution au mercure. Et de la même façon, les produits laitiers sont considérés comme des produits qui sont à la fois avec certains bénéfices et certains risques. En tout cas, voilà, vous voyez que tout ce qui est considéré comme des aliments à augmenter, c'est les aliments du règne végétal, donc les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales complètes aussi. Et ce qui est considéré comme des aliments à limiter, il y a bien sûr toutes les viandes, en tout cas toutes les viandes hors volaille et toutes les charcuteries. Actuellement, il y a un groupe de travail à l'ANSES qui travaille pour les populations spécifiques. Donc les populations spécifiques, c'est par exemple les femmes enceintes, c'est par exemple les personnes végétariennes et véganes. Donc ces recommandations vont sortir dans quelques années, elles ne sont pas encore sorties. En tout cas, tout ça va vraiment dans le sens de plus de végétal. Ce que je dois mentionner quand même, c'est que malheureusement, et on parlera un petit peu après des obstacles à la transition, on a souvent des recommandations qui sont de l'ordre du souhait, de quelque chose de vertueux du côté de la santé et de l'écologie. En revanche, du côté de l'agriculture, on a des politiques qui sont beaucoup plus impactantes et qui malheureusement ne vont pas du tout dans cette direction. Alors, je vous ai présenté les bénéfices écologiques d'un changement, les bénéfices sur la santé. En fait, tout ça est systémique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment considérer que profondément, voilà, on agit sur plusieurs domaines à la fois. Donc, je vous présente 2 études qui sont, je trouve, assez intéressantes. Donc, une étude néerlandaise qui montre que si on réduisait la consommation de viande, on pourrait réduire largement le coût de la lutte contre le dérèglement climatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on réduisait la consommation de viande, évidemment, on pourrait supprimer déjà les émissions qui sont liées à la production de viande, mais on pourrait aussi récupérer des surfaces agricoles. Sur ces surfaces agricoles, alors on pourrait produire des agrocarburants. Bon, c'est quelque chose qui est contesté, mais qui est quand même étudié dans cette étude. Et on pourrait aussi créer des puits de carbone, c'est-à-dire reforester. Dans cette étude, on considère que si la France, par exemple, ou l'Europe devenait végétalienne, on arrêtait complètement les produits animaux, on pourrait, par rapport à des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, diviser par 5 le coût des politiques. Donc c'est tout à fait considérable. C'est une expérience de pensée, attention, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça demain, mais c'est pour montrer que en agissant sur cette consommation, cette production de viande, on peut avoir des effets qui sont très importants. Une autre étude qui a été beaucoup médiatisée, c'est l'étude de Marco Springman qui travaille pour un institut de l'université d'Oxford et qui a publié plusieurs études assez impactantes sur ces questions. Il a montré qu'en allant vers des régimes moins carnés, on pouvait sauver 8 millions de vies par an. On pouvait économiser 1 milliard de dollars. Donc pourquoi économiser 1 milliard de dollars? Parce que tout simplement, toutes les mesures de dépollution et tout le coût pour la santé publique des maladies qui sont liées à la consommation de viande, on pourrait les économiser. Alors, un domaine où le changement a lieu en France, c'est la restauration collective. À l'Association végétarienne de France, on est très impliqué sur ces questions parce qu'on considère que c'est à peu près 4 milliards de repas par an qui sont servis dans la restauration collective publique. C'est vraiment un endroit où un changement qui peut sembler mineur, par exemple de proposer un choix végétarien 1 fois par semaine, peut avoir un impact très important sur le climat, sur la souffrance animale et sur la santé publique. Donc on a une action de plaidoyer auprès des députés, par exemple quand il y a eu les 2 échéances législatives autour de l'alimentation et autour du climat, on a été présent. Et l'un des résultats de notre action, c'est que depuis 2019, dans toutes les cantines scolaires, on a l'obligation de servir au moins 1 fois par semaine un choix végétarien. Un choix végétarien, ça ne veut pas dire que c'est forcément végétarien pour tout le monde, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a la possibilité de manger végétarien. Récemment, la loi climat et résilience a apporté un élément supplémentaire. À partir de 2023,
Toutes les cantines qui dépendent de l'État, donc c'est par exemple les cantines des prisons, les cantines des hôpitaux, les cantines des armées, auront l'obligation de servir un choix végétarien dans tous les lieux où il y a déjà 2 choix. C'est-à-dire quand vous avez une cantine où on propose plusieurs menus différents, il faudra que tous les jours il y ait un choix végétarien. Donc ça, c'est vraiment ce que dit la loi, mais il y a beaucoup de villes et de collectivités territoriales qui vont plus loin. Paris s'est engagé à mettre en place une option végétarienne tous les jours, donc c'est quelque chose qui est en cours. Et il y a beaucoup de grandes villes comme par exemple Nantes, Bordeaux, Grenoble qui vont déjà assez loin sur le fait de proposer soit des menus végétariens pour tous, 1 ou 2 jours par semaine, soit une option végétarienne tous les jours pour les enfants qui le souhaitent. Une autre dimension du changement, c'est l'économie et l'innovation. Donc nous, on travaille avec des entreprises et il y a eu vraiment un boom dans un certain nombre de catégories de produits alimentaires. Vous avez peut-être suivi ça. J'ai envie de citer par exemple les yaourts végétaux. Il y a quelques années, c'était un produit qui était assez peu développé, il n'y avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, on trouve énormément de choix de yaourts végétaux, que ce soit des yaourts au lait de soja, d'amande, de coco, et on trouve ces yaourts partout, y compris dans la grande distribution. De grands groupes comme Nestlé ou Danone investissent dans le végétal parce qu'ils se rendent compte justement que c'est une alimentation qui est plus vertueuse et qu'on peut faire des choses tout à fait intéressantes avec un petit peu d'innovation. C'est vraiment un domaine dans lequel nous qui sommes consommateurs, consommatrices, on peut jouer un rôle clé, c'est-à-dire qu'avec notre portefeuille, avec les choix qu'on fait chaque jour, on peut avoir un impact tout à fait significatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les opportunités et les défis qui sont liés à cette transition ? Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de l'emploi agricole et de la ruralité. C'est un élément qui est mis très souvent en avant dans les débats publics. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est que l'emploi agricole a été très 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 fortement réduit depuis le milieu du XXe siècle. L'emploi agricole a été divisé à peu près par 10. Il n'a pas été divisé par 10 parce qu'il y avait des végétariens et des véganes, il a été divisé par 10 parce qu'on a massivement concentré les productions agricoles. C'est-à-dire que là où on avait avant plein de petites fermes, aujourd'hui on a de grosses exploitations industrielles. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, pour réfléchir à l'évolution de l'emploi et de l'emploi qui est lié à l'élevage, dans la perspective où on va vers un autre modèle, il faut réfléchir en considérant différentes catégories d'emplois. Donc les premiers emplois, ce sont les emplois directs. Les emplois directs, ce sont les emplois qui sont directement sur les fermes. Donc ces emplois, ils dépendent vraiment du type de structure. C'est-à-dire que si vous avez une grosse exploitation industrielle, vous avez très peu d'emplois par rapport à la production. Si vous avez des petites structures biologiques, vous avez beaucoup plus d'emplois. Donc c'est par exemple sur ce genre d'évolution que s'appuie le scénario AFTER, c'est-à-dire que si on peut diviser par 2 la consommation de viande et créer beaucoup d'emplois, c'est justement parce qu'on s'appuie sur des structures qui sont différentes. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est les emplois indirects. Les emplois indirects, c'est par exemple tous les emplois dans la transformation des produits agricoles. En fait, ces emplois indirects, ils sont parfaitement convertibles. C'est-à-dire que vous avez des entreprises comme Fleury Michon, par exemple, qui étaient spécialisées dans la transformation du porc et qui peuvent aujourd'hui proposer des plats préparés ou des galettes végétales, donc à base végétale, à base de légumineuses par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Pour ce qui est des emplois induits, en fait, c'est les emplois qui sont par exemple créés parce qu'il y a une population agricole sur un territoire qui va consommer d'autres biens, mais c'est aussi les emplois qui sont soit créés, soit détruits par les politiques de subvention. Aujourd'hui, il y a des économistes qui considèrent que l'argent des politiques agricoles, par exemple l'argent de la politique agricole commune, c'est à peu près 100 € par personne et par an en France, donc c'est beaucoup. C'est de l'argent qui pourrait être investi beaucoup plus efficacement pour créer beaucoup plus d'emplois. C'est-à-dire que si au lieu de donner cet argent à des producteurs agricoles qui en fait ont des productions qui ne sont pas durables, on l'investissait ailleurs, on pourrait créer beaucoup plus d'emplois. En tout cas, voilà, ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas du tout de fatalité sur le fait qu'on devrait perdre des emplois si on allait vers un monde avec plus
plus d'alimentation végétale. Une autre question qu'on nous pose souvent, c'est que pourraient devenir les relations avec les animaux si on arrêtait de les exploiter ? Donc je vous ai montré tout à l'heure que, en gros, la grande majorité des animaux sur Terre aujourd'hui, c'était les animaux d'élevage, qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les animaux sauvages. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que si on arrêtait d'exploiter les animaux, on pourrait aussi avoir beaucoup plus de place pour les espèces sauvages. Et donc, ce serait, ça permettrait vraiment aux espèces sauvages de prendre plus d'espace. Mais on peut aussi imaginer des relations avec les animaux qui ne sont pas fondées sur l'exploitation et sur la mise à mort. Je vous présente ici, par exemple, un visuel d'un média sur une association qui propose des moutons pour entretenir des paysages. C'est des moutons qui ne finissent pas à l'abattoir, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais on a aussi des animaux compagnons pour les personnes handicapées, et c'est aussi des choses qu'on peut tout à fait envisager. Il y a tout ce qui relève aussi de la thérapie qui s'appuie sur les animaux, dans les hôpitaux, avec les personnes âgées par exemple. On sait que c'est des choses qui marchent très bien. En tout cas, il n'y a pas de fatalité, on n'est pas obligé d'exploiter et de mettre à mort les animaux pour conserver un lien avec eux. Ce qui est difficile dans le contexte actuel, c'est qu'il y a une très forte demande de l'opinion publique, très forte demande de changement. Les gens aujourd'hui sont opposés majoritairement à beaucoup de pratiques agricoles. Les enquêtes ont montré qu'il y avait un certain nombre de pratiques qui étaient très violentes dans les élevages et dans les abattoirs. Et en fait, les syndicats agricoles s'opposent vraiment au changement. Donc ici, ça c'est une mesure symbolique, par exemple, qui a été très demandée par les associations. Arrêter de castrer les porcelets sans les anesthésier, parce que ça crée beaucoup de souffrance chez les animaux. Mais en fait, si c'est fait comme ça, c'est parce que tout simplement, ça coûte moins cher de ne pas anesthésier les animaux. Et en fait, il y a beaucoup de résistance au sein des syndicats agricoles, y compris même du côté de la Confédération paysanne, qui est quand même pas considérée comme un syndicat productiviste. Il y a beaucoup de messages aussi des syndicats qui s'en prennent aux véganes, qui s'en prennent aux végétariens, comme si les végétariens ou les véganes étaient les ennemis de l'éleveur, alors que, à mon avis, il est tout à fait possible de réfléchir à des évolutions qui soient bénéfiques pour le monde rural, pour le monde agricole et bien sûr pour la condition animale. Les acteurs politiques, en majorité en France, et en particulier les représentants du gouvernement, défendent aussi très majoritairement les intérêts de l'exploitation animale. Il y a eu plusieurs promesses de campagne du président Macron, notamment sur la fin de l'élevage industriel pour les poules pondeuses, la mise en place de caméras dans les abattoirs. C'est des promesses qui n'ont pas du tout été suivies d'effet, et même au contraire, il y a eu un certain nombre de reculs du côté de la protection animale. Je présente ici deux prises de parole médiatiques de deux ministres du gouvernement suite à l'affaire des menus végétariens. C'était même pas des menus végétariens, des menus sans viande dans la ville de Lyon. C'est peut-être quelque chose que vous avez suivi en février dernier, dans un contexte sanitaire difficile où il y avait beaucoup de restrictions sur les cantines scolaires. La ville de Lyon a choisi de ne proposer plus qu'un des deux menus qu'elle proposait habituellement. Donc il y avait deux menus, un menu avec viande, un menu sans viande. Chaque menu était pris à peu près par la moitié des usagers. Et puisque ça devenait très compliqué de servir les enfants avec les contraintes sanitaires, le maire de Lyon a choisi de ne proposer que le menu qui convenait au plus grand nombre, qui était le menu sans viande, mais avec du poisson. C'est une mesure qui avait déjà été prise par son prédécesseur Gérard Collomb, qui est devenu ensuite LREM. Mais qu'à cela ne tienne, les ministres du gouvernement actuel ont été vent debout contre cette mesure. Moi, ce que je voudrais défendre, et c'est quelque chose dont on pourra parler, c'est vraiment à quel point envisager un monde vegan, je trouve que c'est une très belle occasion de repenser notre culture. Notre culture, c'est comment on se comporte les uns avec les autres, c'est comment on se comporte, comment nos choix de consommation, ils affectent les populations de l'autre côté de la planète, c'est quelle relation on veut avoir aux animaux, mais c'est aussi ce qu'on veut consommer.
Donc je vous présente ici, juste pour inspiration, donc Zoopolis, c'est un livre de philosophie politique qui réfléchit à quelles peuvent être nos relations avec les animaux dans un monde où on arrête de les exploiter. La photo qui est en haut, c'est une photo du refuge Groin-Groin. C'est un refuge qui accueille principalement des cochons à côté d'Angers. Et c'est un refuge qui a pour but de faire connaître les cochons, qui sont des animaux très intelligents, avec beaucoup d'affectivité, qui ressemblent beaucoup aux chiens. Ce sac ici, c'est un sac qui est fabriqué avec du cuir de champignon. Et ça fait partie des innovations qui se développent. Et enfin, cette petite pâtisserie ici, c'est une pâtisserie de la pâtisserie l'Inde and Monkeys. C'est une chaîne de boulangerie-pâtisserie végane à Paris. Il y a déjà 5 enseignes dans différents quartiers de Paris. Et c'est une boulangerie-pâtisserie qui a beaucoup de succès, qui propose des choses très, très créatives et très gourmandes. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour échanger. Bonsoir. Du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est pour une toute nouvelle végétarienne, ce serait quoi les 3 conseils de départ que vous donneriez, les 3 choses à savoir absolument, ou les petits tips, les petites astuces que vous auriez à partager? Merci. Eh bien, écoutez, merci pour cette question. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de vous informer un petit peu sur la nutrition. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas de grands risques. Voilà, il y a un petit point de vigilance sur la vitamine B12, y compris si vous êtes végétarienne. Mais je pense que vous serez rassurée si vous êtes bien informée, ce qui est déjà très bien pour vous. Et vous pourrez aussi rassurer votre entourage. Donc ça, je trouve que c'est important. Le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'avoir de la curiosité pour les produits, les restaurants, les recettes. Vous avez beaucoup de choses qui sont disponibles aujourd'hui. Alors en région parisienne, bien sûr, vous avez beaucoup de restaurants. Donc, par exemple, l'application Happy Cow, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une application qui vous permet de trouver des restaurants soit végétariens, soit qui offrent des alternatives végétariennes, à peu près n'importe où sur Terre. Voilà, vous avez beaucoup de livres de recettes qui sont publiés chaque année, beaucoup de blogs aussi. À l'AVF, on propose des cours en ligne. C'est une campagne qui s'appelle 1, 2, 3 Veggie. C'est des cours qui coûtent 10 €. Et je trouve que c'est chouette de découvrir des nouvelles recettes. C'est chouette pour soi et aussi parce qu'on peut faire découvrir les recettes autour de soi. Voilà. Et après, je vous conseillerais peut-être d'essayer de trouver aussi des amis qui sont aussi végétariens, d'essayer de vous entourer aussi, parce que vous allez peut-être faire face à des questionnements de votre entourage. Et je trouve que c'est toujours bien de pouvoir avoir des éléments de réponse. Et puis je vous dirais aussi peut-être d'avoir de la patience, de se dire que forcément c'est un changement. C'est peut-être un changement qui sera difficile pour votre famille, ça peut arriver pour vos parents. Enfin, je ne sais pas comment ils réagissent, mais c'est normal en fait d'avoir des réactions par rapport à des choses qu'on ne connaît pas bien. Et donc, prenez le temps aussi de vous documenter. Voilà. Je pense qu'on attend de nous qu'on soit des gens super pointus sur tout. On dit souvent que quand on devient végétarien, on a l'impression que tous les gens autour de nous sont des experts en protéines d'un seul coup. Donc c'est vrai que je pense que c'est bien de se documenter. C'est bien de se documenter pour pouvoir répondre à tout ce qu'on va nous demander. Bonsoir, je voulais savoir quelle est votre position par rapport à certaines actions violentes des véganes, les boucheries qui sont attaquées ou des abattoirs, sabotage, etc. Est-ce que vous cautionnez? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça fait partie de la cause? Alors, est-ce qu'on cautionne? Non, c'est clair. C'est pas du tout le mode d'action de notre association. Enfin, je pense que vous l'aurez compris. Nous, on est vraiment dans l'information, l'accompagnement. C'est notre ADN, c'est notre façon de faire. Est-ce qu'on comprend? Oui, je pense qu'on comprend d'une certaine façon. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un passage très, très difficile en fait quand ils découvrent ce qui se passe dans les abattoirs, ce qui se passe dans les élevages. Et c'est vrai que c'est une violence qui est complètement institutionnalisée, qui est cautionnée par l'État. C'est-à-dire que si vous faites subir, par exemple, à un chien ce qu'on fait subir tous les jours aux cochons dans les élevages industriels, en gros, vous avez un procès, vous allez en prison. Mais si vous faites subir ça à un cochon, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que c'est difficile en fait
c'est difficile de découvrir la lourdeur de toutes ces informations et de ne rien en faire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réactions violentes. Encore une fois, que je peux comprendre, je pense pas que ce soit des mesures qui soient intelligentes, qui soient bénéfiques. Ça peut même saper tous les efforts des associations un peu réformistes comme la mienne. Donc c'est pas quelque chose que j'apprécie. Après, ce qu'on fait souvent relever, en fait, c'est que il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans les traitements médiatiques et dans les traitements politiques de ces choses-là. C'est-à-dire que je crois que l'année où il y a eu quelques vitrines de boucheries vandalisées, les éleveurs avaient détruit des bretelles d'autoroute. Enfin, ça avait coûté des centaines de milliers d'euros, les destructions qui avaient été opérées. C'est quelque chose qui se fait souvent, en fait, de la part des éleveurs. Mais là, c'est considéré comme quelque chose de tout à fait normal. Et pour une dizaine de vitrines qui avaient été abîmées, on en a parlé pendant plusieurs mois dans les médias. Donc je vous apporte ce regard, en tout cas. Justement, comment est-ce que vous analysez cette différence de traitement médiatique ? Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de 1 milliard d'animaux tués par an en France, et tous les ravages climatiques, les ravages sur la santé, qui sont des choses dont on parle quasiment pas. Et en face, on a eu une dizaine de vitrines brisées par des militants véganes. Et là, ça a fait... on en entendait parler sur toutes les chaînes de télé, alors que les dégâts s'élevaient à quelques milliers d'euros probablement. Ce qui était ridicule en face de tous les dégâts dont vous parliez dans votre conférence. Il y a pas mal de chercheurs en psychologie, en fait, qui s'intéressent à ces choses-là, quoi, à tous ces mécanismes, à tout ce qui se passe dans notre tête quand on consomme des produits animaux. Déjà, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Le paradoxe de la viande, c'est que la plupart des gens se soucient des animaux. En fait, si vous parlez avec n'importe qui, c'est très rare les gens qui vont dire « mais moi, je m'en fiche complètement qu'on maltraite les animaux, je m'en fiche qu'on les tue violemment ». Personne ne dit ça, en fait. Mais d'un autre côté, il y a des habitudes qui sont enracinées, qui sont très profondes, des habitudes qui nous rattachent aussi à nos parents, à nos ancêtres. Et donc, on a beaucoup de mal, en fait, à s'émanciper de ces pratiques. Moi, il y a à la fois l'attachement, je pense, à certaines habitudes, au fait de manger de la viande. Je pense que la plupart des gens, ils aiment manger de la viande. Et puis souvent, quand vous discutez, vous débattez, par exemple, sur une table d'information, vous vous rendez compte qu'une fois que tout est tombé, c'est-à-dire que vous expliquez qu'on va pouvoir maintenir l'emploi, qu'on va pouvoir préserver le climat, que les gens vont être en meilleure santé, et ce qui reste toujours, c'est oui, mais moi, j'aime la viande. Donc ça, déjà, je pense que c'est la première chose. Après, il y a des chercheurs comme Florence Burga, par exemple, qui est une philosophe qui travaille sur ces questions, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'humanité carnivore ». Et sa thèse, en fait, c'est qu'on a besoin, d'une certaine façon, de manger les animaux pour marquer notre supériorité, la supériorité du genre humain sur le règne animal. Je sais pas, je me sens pas forcément capable de trancher sur ces questions-là, mais en tout cas, voilà quelques éléments de réponse. Alors, j'ai cru comprendre que du coup, agriculture biologique durable, ça voulait dire plus d'emplois. Est-ce que donc ça laisserait sous-entendre que pour manger durable, il va falloir en fait rétribuer plus de gens ? Est-ce que ça veut dire que ça va coûter plus cher de manger ? Et du coup, plus globalement, est-ce qu'aujourd'hui, être vegan, c'est pas plus simple pour les gens qui en ont les moyens ? Alors, est-ce que ça va coûter plus cher ? En fait, si on ne change pas la composition de notre assiette et qu'on mange biologique, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher pour un individu, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a une production agricole industrielle, on a ce qui s'appelle des externalités négatives. C'est toutes les pollutions. En fait, d'une part, quand vous achetez de la viande pas chère, vous ne payez pas pour toute la pollution qu'elle a générée. D'autre part, il y a eu des aides, notamment de la politique agricole commune, qui ont financé ces productions. Donc, si on intégrait tout ça dans le coût de la viande, en fait, la viande industrielle, elle coûterait beaucoup plus cher. Donc ça, c'est la première chose. Les productions végétales, par essence, elles coûtent beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, les productions végétales pour les humains, elles sont beaucoup moins subventionnées que les productions animales ou que les productions végétales pour nourrir les animaux d'élevage. Donc en fait, il peut tout à fait y avoir une rationalité au niveau d'un État ou au niveau de l'Europe de produire moins de viande, ça coûtera plutôt moins cher. Au niveau d'une personne,
On a un petit peu la même logique dans la mesure où il y a des produits véganes, par exemple, qui sont beaucoup moins développés, donc qui vont être produits en petite quantité, donc qui vont coûter plus cher, qui seront des produits de niche. Je ne sais pas si vous voulez manger, par exemple, un substitut de thon végétal, ça va vous coûter plus cher peut-être que du thon en boîte. Maintenant, si vous avez une alimentation peu transformée, c'est-à-dire que si vous consommez des fruits et légumes de saison, des céréales, des légumineuses, c'est pas forcément une alimentation qui coûte cher, ça peut même être une alimentation très économique. Quand on travaille avec les cantines, donc nous, on a mené une enquête sur l'application de la mise en place d'un menu végétarien dans les cantines. On s'est rendu compte que la plupart du temps, la mise en place d'un menu végétarien permettait de faire des économies et ça permettait d'investir dans des produits plus durables et plus sains. Je voudrais revenir à la question nutritionnelle, notamment par rapport à la vitamine B12 et aux protéines. J'aimerais savoir si on peut trouver tous ces éléments essentiels à notre vie dans les fruits et légumes, les légumineuses produits dans notre région. C'est-à-dire faire venir du soja de l'autre côté de la terre. Je ne sais pas si c'est vraiment... s'il y a peut-être les protéines qui pourraient être en complément. Ça a quand même un aspect un peu non durable que pour moi, dans la mesure où il y a des transports, il y a une façon de produire qui est pas très durable non plus. Donc voilà, c'est ma question sur les protéines et la vitamine B12. Merci. Alors, je vais déjà vous répondre sur la question de l'importation du soja. En fait, le soja d'importation, c'est très simple. Il sert à nourrir les animaux d'élevage. Le soja qu'on consomme en France, le soja des galettes de céréales, du tofu, il est produit la plupart du temps en France. Ça peut être parfois en Italie ou en Allemagne, mais en général, c'est du soja qui est produit en France, principalement dans le sud-ouest. Mais il y a aussi une production de soja en Alsace, voilà. Donc ça, c'est très clair. En fait, le soja pour l'alimentation humaine, ça n'est pas du soja d'importation. Pour répondre à votre question sur les protéines, c'est une des questions les plus simples. En fait, on consomme tous trop de protéines. Moi aussi, qui suis végane, je consomme trop de protéines. Et il y a une étude de l'ANSES qui étudie les compositions des menus végétariens dans les écoles qui se rend compte que même dans les menus végétariens, il y a trop de protéines. En fait, on consomme tous trop de protéines. Donc il n'y en a pas beaucoup dans les fruits et légumes, des protéines, il y en a beaucoup dans les légumineuses, il y en a dans les céréales complètes, il y en a dans les oléagineux, et en fait, c'est pas du tout un problème. Voilà, donc ça, c'est très simple. Pour ce qui est de la vitamine B12, c'est une vitamine qui est indispensable au bon fonctionnement du système nerveux. Et en gros, c'est une vitamine qui est produite par des bactéries. Alors, il y a des controverses pour savoir est-ce que, par exemple, quand l'alimentation était moins aseptisée, quand les sols étaient plus riches, est-ce qu'il y avait de la vitamine B12 naturellement dans les légumes? On ne sait pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle Révolution végane. Et je me suis intéressée à cette question, parce que pour moi, c'est une vraie question. Et je savais, par exemple, que les moines zen au Japon, ils étaient véganes depuis très longtemps, depuis le XIIIe siècle. Et la plupart du temps, ils vivaient très longtemps. On a beaucoup de témoignages de moines qui ont vécu au-delà de 90 ans, par exemple. Donc, a priori, ils ne prenaient pas de vitamine B12. Donc, on peut penser que c'était parce que les sols étaient plus riches, les eaux étaient plus riches. Mais tout ça, c'est controversé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plus grande partie de la vitamine B12 produite sur Terre, elle est produite pour nourrir les animaux d'élevage. En fait, les animaux d'élevage, ils sont supplémentés, ils ont des nourritures enrichies, et en particulier des nourritures enrichies en vitamine B12. C'est le cas de tous les monogastriques, et c'est un petit peu différent pour les ruminants. Mais en tout cas, la vitamine B12, voilà, c'est plutôt un problème qui est lié à, disons, un appauvrissement des sols. Et en tout cas, quand on mange de la viande, s'il y a de la vitamine B12 dans du jambon qu'on consomme, c'est parce qu'on en a donné aussi aux animaux. Voilà, donc c'est pas spécialement, moins naturel de la consommer directement que de consommer des animaux qui l'ont consommée, en tout cas. Votre association, elle s'appelle Végétarienne de France, c'est ça? Pourquoi végétarienne? Parce que je me pose la question... de la position, que pourrait avoir un homme qui décide d'être végétarien et comment il va être vu dans sa masculinité
et dans le fait que manger de la viande, bah, ça fait partie de sa masculinité, hein, socialement, j'ai l'impression. Voilà. Votre question, elle porte sur le fait que l'adjectif soit au féminin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ben c'est une association végétarienne, enfin je sais pas comment dire, c'est Ah, je pensais que l'association c'était- des oh, d'accord, végétariennes. Non, ok. non, Pas voilà, pour donc moi. c'est aussi simple que ça. D'accord. Oui, bonsoir. J'avais une petite question anecdotique et qui est souvent débattue dans le cadre de réunions avec des amis véganes ou végétariens. C'est la question du miel, qui peut sembler anecdotique, mais on a régulièrement ce débat. Est-ce que consommer du miel, est-ce que c'est quelque chose qui correspond à de l'exploitation animale ou pas? Alors j'ai des amis véganes qui disent ah ben oui, c'est de l'exploitation. D'autres qui me disent ah ben non, le miel, les abeilles, elles ont le choix. Donc je voulais juste avoir votre opinion là-dessus, sur le miel. Ben, je pense que vos amis, ils sont représentatifs en fait. C'est-à-dire on sait qu'il y a une apiculture industrielle aujourd'hui, donc ce miel-là, ben, c'est pas quelque chose qu'on souhaite consommer. Après, moi, je trouve pas ça très choquant qu'on consomme du miel si c'est des pratiques voilà, qui n'enlèvent pas aux abeilles toute la nourriture qu'elles ont, qui ne les tuent pas. Enfin, a priori, c'est pas quelque chose qui me choque en tout cas. Je trouve que c'est pas du tout pareil que de produire du lait ou de produire des œufs, parce que forcément, pour produire du lait et des œufs, on envoie les animaux à l'abattoir. Voilà. Après, je trouve qu'il y a quand même... Enfin, ce qui n'apparaît peut-être pas trop dans les médias, c'est que le mouvement ou la communauté végane, c'est une communauté qui est diversifiée en fait. Donc il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Pour moi, ça c'est vraiment un sujet ultra marginal. Comme je porte la parole de mon association et que je me dis végane, bah, c'est vrai que je ne consomme pas de miel, enfin en tout cas j'évite d'en consommer. Mais si j'en consomme accidentellement dans un produit et que je ne savais pas qu'il y en avait, je ne considère pas que c'est forcément dramatique. Est-ce que vous auriez un livre de recettes à nous conseiller, votre préféré par exemple, que ce soit vegan ou juste végétarien? Oui, bien sûr. Donc il y a une auteure culinaire qui s'appelle Marie Laforêt, qui est hyper populaire dans la communauté végane. Elle a publié plein de livres. C'est une personne qui a plein d'idées, qui est très, très créative. Donc je vais vous conseiller 2 livres d'elle. Il y a un gros livre qui s'appelle Vegan, tout simplement, qui a été un énorme succès au niveau mondial. Il y a plein d'idées, enfin, des recettes de toutes sortes, des choses auxquelles vous penseriez même pas, enfin, des mariages de saveurs, des choses très, 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 très chouettes. Et elle a publié aussi un livre qui s'appelle Vegan débutant, où il y a un petit peu moins de recettes, mais il y a beaucoup de recettes comme, je sais pas moi, la quiche, le gâteau au chocolat, enfin un peu les recettes de base. Donc c'est très chouette aussi. Donc allez voir ces 2 livres, je pense que c'est pas mal. Rebonsoir. Une question de droit. Est-ce que vous êtes engagé, au-delà de pointer le mal-être que subissent les animaux dans tout ce processus alimentaire, est-ce que vous êtes engagé dans le droit des animaux au sens de les considérer comme des êtres vivants à part entière, ou peut-être même entre guillemets des personnes, et non pas comme des biens mobiliers comme ont pu l'être les esclaves dans d'autres temps, quoi. Voilà. Alors moi et mon association, non. Mais il faut savoir que le droit français reconnaît déjà les animaux comme des êtres sensibles. Donc vous voyez, en fait, le fait de les reconnaître comme des êtres sensibles, ça n'empêche pas forcément de leur faire subir tout ce qu'on leur fait subir. Voilà. Mais c'est des engagements qui sont aussi tout à fait intéressants parce qu'ils permettent de remettre en question nos perceptions et notre relation aux animaux. En discutant avec vous ce soir, c'est compliqué de pas être d'accord avec vous, en fait. Donc on se demande qu'est-ce qu'on attend pour, peut-être au niveau plus global, changer la situation. Est-ce que c'est le poids des lobbies, ou alors est-ce que c'est plutôt nos habitudes qui empêchent de changer? Je pense que c'est les 2, en fait, tout simplement. Au niveau européen, en ce moment, il y a des discussions sur la politique agricole commune.
sans même vouloir le végétarisme, vous vous rendez compte que la politique agricole commune actuelle, elle est complètement aberrante en fait. Je me documentais sur le sujet parce que je dois faire un débat demain soir et en fait, par exemple, la Fédération française des charcuteries, enfin, qui est une fédération, enfin, qui soutient des productions hyper industrielles, par exemple, elle a reçu énormément d'argent de l'Europe pour exporter des charcuteries en Asie, par exemple. Mais je lisais aussi que Lactalis, donc, qui produit des fromages, a mis en place une production de lactosérum en Bretagne qui pollue les rivières, qui tue les poissons. Donc ça, c'est pour faire de l'export aussi, je crois. Elle a reçu aussi énormément d'argent. Enfin, quand vous disiez des choses comme ça, vous vous dites, mais c'est pas possible. Enfin, et puis les petits éleveurs sont dans la misère. Donc même le simple fait de dire, on va déjà arrêter de donner aux plus grosses productions agricoles, industrielles, qui sont les plus polluantes, qui détruisent l'emploi, et on va donner aux petits éleveurs, même ça, en fait, ça n'est pas du tout voulu par l'État français et par comment dire, les institutions européennes. Donc, oui, je pense que évidemment le poids des lobbies est très très fort en France, il est très très fort en Europe, et je ne sais pas comment ça peut changer. Après, ce que je sais, c'est qu'on a quand même le pouvoir de changer notre alimentation. Ça, c'est un signe très fort. En fait, nous, on essaie d'agir à différents niveaux. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de travailler avec les entreprises que de faire changer le gouvernement, par exemple. Et en fait, pourquoi c'est facile ? Parce que les entreprises, d'une certaine façon, elles veulent faire de l'argent. Donc si elles se rendent compte qu'elles peuvent faire de l'argent en vendant des galettes végétales plutôt que des steaks hachés, aucun problème. Elles ne défendent pas spécialement des intérêts. Voilà. Donc je crois que nous, on peut changer. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Après, pourquoi est-ce qu'on a du mal à changer ? Il y a tous les travaux sur la psychologie du changement. Il y a un chercheur qui s'appelle Romain Espinosa qui travaille sur ces questions-là. C'est un économiste qui a publié un livre. Je ne me rappelle plus très bien du nom de ce livre, mais il étudie tout ce qui se passe dans notre tête quand on décide de manger de la viande tout en aimant les animaux, par exemple. Et je lisais ça en venant justement dans le RER. Alors, il a un concept, par exemple, qui est le concept de licence morale. Il y a plein de gens qui sont, quand on est végétarien ou vegan, on dit, mais comment c'est possible que telle personne, elle va à la SPA, elle adore les chiens, elle s'occupe d'eux, et puis elle rentre chez elle, elle mange du foie gras. Comment c'est possible ? Et lui, il explique que c'est même pas forcément contradictoire parce qu'il y a une espèce de licence morale. Donc son expression, c'est licence morale. On se dit, j'ai fait du bien aux chiens, en gros, c'est bien. Donc maintenant, c'est bon, c'est pas grave si je mange la chair d'un animal qui a été gavé. C'est comme si le fait d'avoir de bonnes actions dans un domaine, ça nous autorisait à avoir des actions qui vont avoir un impact négatif. Enfin, c'est juste vraiment des pistes de réflexion, mais je crois qu'on a tous... donc c'est aussi ce qu'on appelle la dissonance cognitive, le fait d'avoir soit des croyances qui sont en opposition les unes avec les autres, soit d'avoir des croyances et des actes qui sont en opposition. Ça nous... Comment dire ? On a tous de la dissonance cognitive à certains niveaux. Je sais pas, vous passez dans la rue, il y a des gens des SDF qui vous demandent de l'argent et parfois vous leur donnez pas d'argent alors qu'en fait vous en avez largement assez et vous savez qu'ils en ont besoin. Peut-être que vous savez que prendre l'avion, ça va détruire le climat, mais vous avez aussi envie d'aller en vacances. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait comme ça qui montrent que nos actes ne sont pas toujours complètement cohérents avec nos valeurs. Après, ce que je pense, c'est que c'est bien d'y réfléchir. C'est bien de se dire, bon, ok, comment est-ce que je peux aller vers un comportement qui soit meilleur et qui soit plus en adéquation avec mes valeurs. Merci. Est-ce qu'on a une idée du changement de la population, justement, des habitudes ? Est-ce qu'il y a eu des études, des sondages pour savoir s'il y a une évolution de gens, justement, qui deviennent plus végétariens ou véganes ? Oui, il y a des études. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a une forte part de la population qui est flexitarienne. Donc, flexitarienne, ça veut dire des gens qui mangent globalement végétariens, mais qui mangent parfois un peu de viande et de poisson. Ça, ce serait à peu près un quart de la population, donc c'est déjà beaucoup.
Les végétariens stricts, il n'y en a pas tant que ça, hein, c'est à peu près 2 à 3% de la population, mais il y a beaucoup plus de gens qui disent « j'aimerais être végétarien ». Il y a à peu près 10% de la population qui dit « j'aimerais être végétarienne », donc c'est déjà quelque chose. On sait que chez les jeunes, les 12-25 ans, il y a aussi 2 fois plus de végétariens que dans la population en général. Et on sait que les jeunes, ils sont très sensibles, par exemple, aux arguments climatiques. Avec Greta Thunberg, par exemple, qui est elle-même végane, qui portait le message du véganisme. Donc il y a quand même des signes, oui, il y a quand même des vrais signes que ça change.